on se focus sur l'acquisition, on se focus justement sur cet onboarding, on se focus sur le fait d'attirer des nouveaux candidats, mais on se focus jamais sur cet aspect de séparation et de comment on se sépare bien de ses collaborateurs. Un couple se sépare, et notamment quand ils ont eu des enfants ensemble. Quand ils se séparent bien, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et donc, séparer mal de lui, c'est comme faire une rupture amoureuse où on coupe tous les liens avec un ex. Et quand tu pars mal d'une boîte, tu le fais savoir à la terre entière, hein, à ta famille, à tes amis, voilà. Donc ça, c'est l'écosystème qui va entourer la personne qui s'en va. Il y a les réseaux sociaux, mais qui sont hyper dangereux. Il y a les sites d'annotation, je ne vais pas en citer pour pas faire de pub, mais où les collaborateurs vont aller citer les entreprises. Mais un collaborateur qui part mal et qui est un potentiel ambassadeur sur un réseau social, mais il peut déclencher des bombes, hein. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été très peu traité parce qu'on va parler de séparation. On va parler d'offboarding, un sujet très peu traité et pourtant ultra important dans le travail de la marque employeur et de l'engagement collaborateur. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'accueillir Christelle Defoucault. Salut Christelle, comment ça va ? Salut Nicolas, merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être là. Merci à toi d'être là. Franchement, c'est ultra cool. On en parlait un petit peu en off. La pionnière de LinkedIn, la queen de LinkedIn, L'ancienne de LinkedIn, l'ancienne de peut-être. LinkedIn. Non, je suis vraiment très heureux de t'avoir parce que vraiment, quand on commence un petit peu à poster, à créer du contenu, c'est vrai que tu es quand même le nom qui revient naturellement parce que tu es une de celles qui a été les premières ou tu as été la première à le faire. Et puis que depuis, tu disais que tu as commencé en 2016, tu t'es jamais renié, tu as toujours fait des posts à valeur ajoutée. Donc c'est quand même super intéressant et super agréable et on va dire valorisant de t'avoir à ce micro. Je suis très heureux. Écoute, je suis ravie également, surtout pour parler RH, parce que ce qui m'a caractérisée notamment sur LinkedIn et quand j'ai commencé à publier en mars 2016, c'est que je publiais, je commentais et je m'exprimais sur les sujets RH. D'ailleurs, on va commencer par là. Pour les peu de personnes qui ne doivent pas te connaître, qui ne doivent pas encore te suivre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis après on enclenchera direct avec le sujet du jour. Alors, je vais essayer de faire très rapide. Moi, j'ai 3 vies. Une vie dans les télécoms, plutôt commerciale, plutôt marketing stratégique. Une deuxième vie dans les RH. J'ai été un méchant recruteur et j'ai été aussi dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, donc des 2 côtés de la table. Et puis, suite à un accident de vie et de parcours, a démarré ma troisième vie où j'ai beaucoup plus été dans les médias, que ce soit les médias via les réseaux sociaux comme LinkedIn. J'ai écrit des livres, j'en ai écrit 4 et j'ai pu faire passer mes messages RH à la fois vis-à-vis des candidats, à la fois vis-à-vis des recruteurs et à la fois vis-à-vis des dirigeants. Et le sujet de la marque employeur, je dirais que je le suis depuis sa naissance aux US, ça devait être dans les années 90. J'ai toujours suivi et j'ai toujours vu la marque employeur évoluer. Et mon 4e livre est sur la marque employeur. Et ce qui est d'hyper intéressant, c'est comme tu le dis, non seulement tu les as vus évoluer, mais en plus, je pense, alors après c'est à toi de me dire, mais je pense que ton regard a évolué aussi. Tu fais partie de ces rares personnes qui restent pas figées sur un a priori, qui restent pas figées sur un mode de pensée qui évolue tout le temps. Ça a un peu été ton cas, non? J'essaye, tu sais, quand on écrit des livres, Mhm. moi ce que m'avait dit mon éditeur, parce que très vite on est copié, mais pratiquement intégralement, hein, et j'avais suivi un conseil de mon éditeur qui m'avait dit: «En fait, on peut pas lutter contre le plagiat, contre ceux qui nous prennent nos idées, puis les idées appartiennent un peu à tous aussi. Donc le seul moyen, c'est d'avoir toujours un pied d'avance, un pas d'avance». Donc quand j'ai fait des livres et puis après c'était la chaîne YouTube et puis après je suis passée au podcast et puis après donc je tente, à chaque fois plein de choses avec, j'essaye d'avoir une ligne de conduite, qui est toujours la même par contre et de suivre ce que j'appelle un alignement, notamment sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Je suis la même personne, sur LinkedIn et dans la vraie vie et cet alignement, je pense que ça m'a aidée à terme. Ce qui te permet d'être toujours toi-même et ce qui permet d'avoir une communauté qui est toujours une communauté réellement présente et qui continue de grandir et comment dire, pas qui te fait confiance, mais qui te suit parce que justement, tu es aligné. C'est ça qui est super intéressant. Euh, c'est toi qui as proposé le sujet du jour.
Et je trouve ça trop cool parce qu'on n'en parle jamais. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dingue parce que ça reste quand même un sujet très important et on va le voir au fil de l'eau. Mais je trouve ce sujet hyper intéressant. Mais avant de commencer sur le sujet de l'offboarding, on va se faire un petit constat parce qu'on n'en parle jamais pour la bonne et simple raison que j'ai l'impression que les entreprises, tout ce qu'elles recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine, de travailler leur acquisition, de faire en sorte de toujours mieux acquérir, voire même toujours plus acquérir. J'ai l'impression que les entreprises sont vraiment constamment dans une recherche quantitative, alors qu'on voit que comment dire, le turnover à 12 mois est en train d'exploser depuis quelques années, alors que toutes les entreprises se plaignent constamment que bah, justement, ils n'arrivent plus à attirer des jeunes, ou que les personnes ne finissent pas leur période d'essai, ou que bah, finalement, c'est eux qui s'en séparent parce que les profils ne sont pas adaptés, ou... Enfin, on s'aperçoit qu'il y a un constat qui est catastrophique dans justement cette phase d'onboarding, de mise en place, de mise en production des personnes qui arrivent dans l'entreprise. Et pourtant, les entreprises continuent de se focuser constamment sur l'acquisition. Comment tu peux expliquer ça? Je pense que c'est très humain. On aime, on veut toujours plus, on veut gagner, on veut acquérir. Puis après, quand on perd, bah, ça a moins de valeur, on s'en fiche un petit peu. Et donc, il y a ce côté humain. C'est vrai que on voit, moi, je travaille beaucoup avec les entreprises sur les notions de marque employeur. Et j'ai vu, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de progrès qui avaient été faits. Des progrès dans la manière d'attirer via les annonces. Avant, il y avait des annonces toutes pourries qui donnaient vraiment pas envie. Maintenant, je trouve que les entreprises font un petit peu plus d'efforts. Il y en a encore Il y beaucoup en qui a sont bien encore, pourris. mais je vais rester On travaille avec positive. beaucoup d'entreprises parce qu'elles font pas bien tous le travail, Eh quand beh, même. justement et c'est là où on intervient, où des gens comme toi interviennent en disant: «Pour attirer des candidats, attirer des talents, c'est comme, attirer des clients». En fait, une annonce, ça doit être une pub, mais pas une fausse pub, une vraie pub de la vraie vérité. Mais je trouve que les entreprises ont pris conscience de ça, de la manière d'attirer, surtout depuis le covid quand même, hein, depuis 2020. La manière d'attirer la nouvelle génération avec, les bons arguments. La manière d'attirer dans la manière de recruter aussi. Moi, j'ai connu quand même dans les années 90 la très grande maltraitance des chercheurs d'emploi et les entreprises n'en avaient rien à faire. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, on fait un petit peu plus attention aux candidats, à la manière de traiter les candidats, la manière de leur dire non. On peut dire non aussi, à ne pas les laisser dans le silence. Donc moi, je vois des progrès à ce niveau-là. Beaucoup de progrès en onboarding aussi. On accueille, il y a des welcome kits, il y a des réunions qui sont faites. Je trouve que les entreprises, de plus en plus aussi, donnent ce que j'appelle acceptent en fait qu'une personne soit en incompétence. Tu sais, quand il y a 10 ans, je travaillais sur la marque employeur et je disais aux entreprises: «Donnez le temps aux nouveaux entrants, bah, de monter en compétences». Alors les gens me disaient: «Mais attendez, ils connaissent leur métier, moi je veux que demain ou maintenant ils soient opérationnels». Bah non, parce que quand on arrive dans une entreprise, on n'a pas les codes, on ne sait pas où sont les toilettes, on ne sait pas où est le parking, on ne sait pas comment faire marcher son ordinateur, on ne sait pas qui est Nicole de la compta. Donc on a besoin d'être en incompétence, pendant un certain temps et que ça soit accepté. Et donc tout ça, je trouve que ça a évolué positivement. Je ne parle pas du fait de, savoir, bien traiter les collaborateurs et les faire évoluer. Par contre, on est hyper mauvais, en tout cas en France, dans la séparation. Hmm. C'est un sujet, hein, c'est vraiment le sujet du jour, mais je reviens sur ce que tu as dit. Tu trouves vraiment que les choses avancent, évoluent à ce point-là? Parce que moi, je trouve que ça avance, c'est vrai, il y a des entreprises qui avancent, mais regarde, il y a encore des stats qui disent que 40% des personnes qui ont passé un entretien d'embauche, enfin, c'est arrivé à 40% des candidats de ne pas avoir de retour après un entretien d'embauche, tu vois. Je trouve quand même que c'est... Alors, certes, c'est un autre niveau que ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, mais ça reste encore vraiment ultra présent. Je suis potentiellement, enfin là où je te rejoins, c'est sur peut-être le traitement du temps de latence et du droit justement à la compétence quand tu arrives. Ça, je pense que c'est un petit peu plus présent. Mais le reste, je trouve qu'on est quand même pas cool, quoi, encore avec les candidats. Mais c'est parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. Moi qui étais là avant toi, moi j'ai vu vraiment la différence. Tu sais, ça fait des années, par exemple, que je parle du silence des recruteurs. J'en ai fait des vidéos sur ma chaîne, j'en ai fait des podcasts. Le silence que j'appelle assourdissant des recruteurs. Il faut savoir que la plus grande souffrance des chercheurs d'emploi, c'est le silence des recruteurs. Bon, mais quand j'en parlais il y a 10 ans, il n'y avait pas d'écho, enfin, je ne sentais pas que les entreprises se disaient: «Ah oui, on va faire attention». Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai changement à partir du covid et du post-covid et avec la nouvelle génération. La nouvelle génération et je remercie les jeunes pour ça. La nouvelle génération,
va, aller vers des entreprises qui ont des valeurs. À la fois des valeurs humaines, et à la fois des valeurs de protection de l'environnement. Et dans les valeurs humaines, il y a, de ne pas laisser les gens dans le silence. Et ça a fait beaucoup, de mal aux entreprises et de bien aussi, parce qu'il y a eu une forme de chaos et je trouve qu'il y a un peu plus d'équilibre Mmh. dans les forces. Oui, je suis d'accord. Le rapport de force, c'est un peu équilibré. Inversé, ouais. Et contrairement à ce qu'on pense, alors après, c'est marrant, c'est-à-dire que tout le monde pense que le rapport de force est de l'autre côté. C'est toujours comme ça. Il y avait une étude qui montrait que 75 ou 76%, enfin c'est l'un 75, le 76, des RH pensaient que le pouvoir était dans les mains des candidats. Et inversement, 75% des candidats pensent que le pouvoir est dans les mains des RH. Mais c'est vrai que quand on prend du recul, on voit quand même que le rapport s'équilibre et que c'est un peu plus vivable, effectivement. Et donc, du coup, ce fameux sujet de l'offboarding, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on acquisition, on se focus justement sur cet onboarding, on se focus sur le fait d'attirer des nouveaux candidats, mais on se focus jamais sur cet aspect de séparation et de comment on se sépare bien de comment dire de ses collaborateurs. Et avant de dérouler un petit peu le fil de la thématique pour savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on peut y avoir, y trouver comme intérêt, quelles sont les étapes à franchir et tout, tu me parlais de la philosophie de bien se séparer de ses ex. Oui, parce que moi, je considère la relation avec une entreprise comme une relation amoureuse. Et d'ailleurs, quand un candidat doit passer un entretien de recrutement, l'entretien de recrutement ressemble beaucoup à un entretien de vente. Moi, je suis une ancienne commerciale, mais ça ressemble aussi à un entretien amoureux. On va, si on veut, lors d'un premier date avec quelqu'un, le séduire, si on commence à ne lui parler que de nous, il va fuir au grand galop. Par contre, si on lui pose des questions, si on s'intéresse à lui, là, on va pouvoir créer quelque chose entre nous. Donc j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de, d'équivalence entre la relation entre un collaborateur et une entreprise, un peu comme une relation amoureuse. Et donc, bah, dans les séparations, c'est la même chose. Si tu réfléchis, quand on se sépare, un couple se sépare, et notamment quand ils ont eu des enfants ensemble, quand ils se séparent bien, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est plus facile pour celui qui reste, pour celui qui part, et c'est beaucoup plus facile pour ceux qu'ils ont construit ensemble. Et je trouve dommage que les entreprises ne fassent pas assez le parallèle, parce que un collaborateur qui s'en va, surtout s'il a été bien pendant un certain nombre d'années, ben, il a fait un bébé avec Mmh. l'entreprise. Il a créé des choses, il a participé, il a aidé l'entreprise à grandir aussi. Et donc, se séparer mal de lui, c'est comme faire une rupture amoureuse où on coupe tous les liens avec un ex. Et je trouve, d'un point de vue humain, je trouve ça vraiment dommage. Et puis après, il y a d'un point de vue, alors moi, je suis plutôt issue du marketing stratégique et du business, donc je vais plutôt parler de business. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, tu vois, quand même, quand on présente la marque employeur d'un point de vue business aux entreprises et aux dirigeants, ça les intéresse plus. Quand on leur dit c'est pour attirer des candidats, garder des collaborateurs, blablabla, bon, ok. Mais quand on leur dit grâce à une bonne marque employeur, une très jolie, une belle image de marque, vous allez pouvoir plus vendre, là tout de suite ça les intéresse. Donc si je reprends l'idée de l'ex qui part mal, un ex-collaborateur qui s'en va mal parce que il a été maltraité, il a été mis dans un placard, il n'a pas réussi à négocier, il a dû déposer sa dème, il est en difficulté financière. Bon voilà, il y a eu un conflit, etc. C'est quelqu'un qui potentiellement va gêner le business de l'entreprise et à plusieurs niveaux. Chaque collaborateur a un écosystème autour de lui. C'est toujours le frère, le fils, l'oncle, la tante, la sœur d'un potentiel client. Voilà, déjà, on va perdre des clients. Et quand tu pars mal d'une boîte, tu le fais savoir à la terre entière, hein, à ta famille, à tes amis, voilà. Même si les torts sont partagés, en général, on casse plutôt on casse plutôt l'entreprise. Donc ça, c'est l'écosystème qui va entourer la personne qui s'en va. Il y a les réseaux sociaux, mais qui sont hyper dangereux. Il y a les sites d'annotation, je ne vais pas en citer pour pas faire de pub, mais où les collaborateurs vont aller citer les entreprises. Mais un collaborateur qui part mal et qui est un potentiel ambassadeur sur un réseau social, mais il peut déclencher des bombes, hein. Mais c'est vrai, en plus, on n'a pas cette stat, c'est fou,
Mais alors, je suis complètement en phase avec toi sur tout ce que tu viens de dire, mais sur ce dernier point, on n'a pas cette stat. On a la stat, tu sais, des candidats qui ont une mauvaise expérience candidat. Il y a une étude qui avait été faite qui disait que 58% des candidats qui avaient une mauvaise expérience candidat se détachaient de la marque. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils se détachaient de la marque. Mais du coup, quand tu vois cette stat, mais j'ose même pas imaginer le nombre de pourcentage de collaborateurs qui se séparent mal de leur entreprise, qui vont s'en détacher. Enfin, ça doit être à 100% même, presque. Mais c'est une évidence et tu vois, je te rejoins dans la mauvaise expérience, des candidats. Moi, je dis toujours, à mes clients, je leur dis: «Faites hyper attention quand vous traitez, bien un candidat ou mal un candidat». Imaginons, par exemple, moi, si demain, je postule à un poste, je sais pas, d'hôtesse de caisse dans une grande, surface et que je me fais malmener en entretien, je pense que plus jamais Hmm, je n'irai acheter c'est ça. tout ce que je consomme tous les jours, ni ma famille dans cette enseigne. Alors que ça n'a rien à voir, hein. Hmm, C'est peut-être juste le recruteur qui était mal luné hmm. et peut-être que les magasins de cette enseigne sont top. Mais non seulement je ne serai plus consommatrice, mais ma famille non plus, mes amis non plus. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Et alors je pense que c'est presque encore pire parce que quand on part mal d'une entreprise, quand on se fait licencier comme un malpropre, quand on est obligé de démissionner, et cetera, il y a aussi beaucoup de Mmh. souffrance. Parce qu'on se définit tous par rapport à un job. Et puis surtout, il y a des personnes qui se sont beaucoup investies dans les entreprises, parfois au détriment de leur famille, au détriment de leur vie personnelle, qui ont aidé à créer une entreprise. Je pense beaucoup aux seniors, tu vois, qui parfois sont un petit peu rejetés, jetés comme des malpropres, alors qu'ils ont aidé à faire grandir. C'est comme quand dans un couple, tu crées des enfants, tu les aides, à grandir et puis ensuite, tu pars et puis tu ne les revois plus et ça, je trouve que d'un point de vue humain, il faut pas l'oublier. Donc il y a à la fois le réseau humain, il y a à la fois le réseau et les réseaux sociaux qui peut être dangereux et puis d'un point de vue business, Mmh. la personne qui s'en va, elle connaît nos produits, nos Mmh. services, nos clients, nos partenaires. Parfois, elle peut avoir un joli projet complémentaire. Elle peut devenir client, partenaire, prospect. En fait, il y a des relations commerciales, je ne vais pas dire amicales, mais commerciales qui peuvent s'installer avec un ex. Mmh. Donc, tout l'intérêt d'une entreprise, au contraire, c'est d'aider les gens à partir. Mmh. Et puis, il y a un autre phénomène qui est le phénomène, je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais on le voit de plus en plus, c'est le phénomène des collaborateurs ou ce qu'on appelle des salariés boomerang. Mmh. C'est des gens qui s'en vont comme les ex, Mmh. qui vont voir ailleurs si c'est mieux et qui, au bout d'un certain temps, reviennent. Ces collaborateurs boomerang sont très précieux pour les entreprises parce que quand ils reviennent, ils sont fidèles à vie. Ils Mmh. ont été voir ailleurs et quand ils reviennent, ils connaissent tout. Ils connaissent les codes, encore une fois, les produits, les services et on sait qu'ils vont rester fidèles jusqu'au bout. Mmh. Mais ça va être le sujet de savoir l'intérêt en fait de bien travailler son offboarding. Tu as commencé à l'évoquer. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que effectivement, on avait tendance à se faire ce parallèle sur le côté, le parallèle de la relation amoureuse sur le côté séduction et sur le côté entretien et phase justement d'attractivité. Parce que, bah, comme tu l'as dit, si jamais tu parles que de toi, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on explique aux entreprises qu'il faut être audience centrée dans leur communication pour justement bah, s'occuper de ce qui intéresse le potentiel candidat plutôt que ce qui nous intéresse nous. Enfin, le fait de marquer toujours que tu es great place to work, que tu as fait des super séminaires, génial, mais en même temps, ça n'intéresse pas la personne qui veut venir, étant donné qu'elle ne sait pas, enfin que tu ne lui parles pas d'elle. Idem dans la partie, comment dire, transparence et honnêteté aussi, chose sur laquelle les entreprises aussi, de temps en temps, jouent, tu vois, pour essayer un petit peu d'édulcorer certaines choses ou de cacher d'autres. Bah oui, forcément, si jamais on le fait, quand le collaborateur arrive, il s'en va, au même titre que si jamais on ment à quelqu'un avec qui on commence une relation amoureuse, bah, quand la personne s'en aperçoit, elle s'en va aussi. Mais c'est vrai qu'on a peu tendance à le faire sur la partie séparation, alors qu'en fait, au final, c'est ce que tu dis, c'est tout au long de la relation de l'entreprise avec le collaborateur ou la collaboratrice, en fait, tu crées cette relation, parce qu'au final, c'est là où tu passes le plus de temps dans ta vie, comment dire, au boulot, avant ta retraite, bien évidemment, mais c'est là où tu passes le plus de temps dans ta vie, donc tu crées toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses pas que, avant de passer sur le côté intérêt de bien travailler l'offboarding, est-ce que tu penses pas que c'est dû aussi au fait que les chefs d'entreprise aujourd'hui, principalement, pensent que c'est l'entreprise qui apporte quelque chose au collaborateur, plus que c'est le collaborateur ou la collaboratrice qui fait l'entreprise. Moi, je reste persuadé, intimement persuadé, que en dehors de quelques entreprises extrêmement, pas marketées, mais avec une identité extrêmement forte ou des entreprises qui ont un produit révolutionnaire,
en dehors de quelques entreprises dans le monde, la majeure partie, ce sont les collaboratrices et les collaborateurs qui font la valeur de l'entreprise. Et j'ai l'impression que c'est pas ce que les chefs d'entreprise pensent, en fait, qui pensent que leur entreprise, c'est elle qui crée la valeur, et qu'au final, les collaboratrices et collaborateurs sont là un peu par hasard, quoi. Alors qu'au final, la vraie valeur, pour moi, vient de l'humain qui est à l'intérieur. Je me suis posé la question, je me suis dit: «Est-ce qu'ils ne pensent pas justement que les collaborateurs sont interchangeables, Mm. peuvent être remplacés et tout?» Alors il y a peut-être ça, mais je me demande s'il n'y a pas une raison plus profonde et en fait plus humaine, c'est qu'on est très vexé quand quelqu'un nous quitte et veut partir. Quand on a l'impression, quand c'est notre boîte, qu'on a l'impression qu'on a un super produit, un super service et qu'on a mis le paquet vis-à-vis, de ce collaborateur, des autres collaborateurs, ben, on est vexé qu'il s'en aille. Mais d'ailleurs, quand on se fait plaquer dans une relation amoureuse, on le prend pas bien non plus, tu vois? Je me demande si c'est pas en fait ça qui fait qu'on n'a pas envie que quelqu'un nous quitte. Et d'ailleurs, ce qui est très surprenant, une des caractéristiques, en France et c'est ma auteure pour de mon livre sur la marque employeur qui s'appelle Florence Marty, qui est une ancienne DRH et qui dit toujours ça. En France, on se sépare bien des mauvais collaborateurs et on se sépare mal des bons. C'est-à-dire que les mauvais, ceux qui très vite, on accepte, on les licencie, on accepte des arrangements, etc. On s'en débarrasse. Et les bons, alors qu'en fait, c'est sur cela qu'on devrait investir. On est vexé, on veut les garder, les bons. Comme on veut les garder et qu'en fait, ils veulent s'en aller, c'est à ce moment-là qu'on les met dans les placards. C'est à ce moment-là qu'ils sont victimes de burn-out, de bore-out, de tout ce que tu veux. Et on attend en fait qu'ils partent d'eux-mêmes. Et je trouve ça très dommage parce qu'en même temps, le bon collaborateur, il a un écosystème aussi dans l'entreprise. Il y a tous ses collègues. Donc, tous les collègues voient que quand tu as été bon, mais qu'à un moment, tu as un projet de boîte, etc., et bien finalement, on ne te laisse pas partir. Il vaut mieux être mauvais. Mais tu sais, ça a été longtemps en France, on s'est dit, il faut mieux faire une grosse bêtise, une grosse bourde, ne pas du tout bosser pour bien partir. Ce qui est fou, parce qu'en plus, là, on peut partir dessus, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a un réel intérêt profond de business à bien travailler l'offboarding. C'est ce que tu disais. Je veux dire, que ce soit d'avoir des collaborateurs ambassadeurs, que ce soit d'avoir des collaborateurs bons, ou là, tu viens de le dire, ne serait-ce qu'en interne. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais c'est monstrueux. En interne, il y a des dommages. D'ailleurs, quand quelqu'un s'en va, ou quand quelqu'un est mis au placard, ou quand quelqu'un n'est plus invité dans les réunions, quelqu'un de bon hein, qui a contribué, ça envoie des très mauvais signaux aux autres collaborateurs parce que eux connaissent toute l'histoire et se disent, eh ben, et tu remarqueras souvent dans les équipes à ce moment-là, avec le départ de quelqu'un ou la supposition du départ d'une personne, il y a une mauvaise ambiance. Et d'ailleurs, ça fait aussi un effet boomerang. Hein. Il y en a un qui part, il y en a un deuxième qui part, etc. Ouais, après, ça amène à un manque de productivité, ça amène à potentiellement même d'autres départs derrière, ça peut amener à beaucoup de choses, quoi. Alors que le fait de bien se séparer, ça va t'amener, comme tu disais, à un sujet qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vas contribuer à conserver quelqu'un qui peut avoir un réseau, qui peut faire de l'ambassadorat, qui peut faire tout un tas comment dire, de promotion, en fait, de ton entreprise, de qui tu es, de ce que tu es, que ça soit d'un point de vue business, que ça soit d'un point de vue RH, que ça soit, enfin, sur tous les points de vue. Mais tu sais, quelqu'un qui a été bon dans ta boîte, il sera bon ailleurs. Quelqu'un qui a fait un super relationnel, qui a été un super bon commercial, il fera la même chose ailleurs. Donc, autant qu'ils disent du bien de toi. Alors, ce qu'on me retorque, c'est oui, mais les ruptures, les départs arrangés, etc., coûtent beaucoup d'argent aussi aux entreprises. On peut l'entendre. Néanmoins, je me demande, moi, si c'est pas, plutôt que de le voir comme une perte, Un investissement. un investissement. Un investissement, tu vois, pour l'avenir, un investissement pour élaborer des partenariats, un investissement, parce que si tu réfléchis, hein, quand tu payes des campagnes de com, ça te coûte très cher aussi, bah, finalement, c'est une forme d'investissement en communication aussi, un investissement en prospection, un investissement en partenariat. Et je trouve que ça changerait beaucoup le regard que l'on porte sur les départs si on envisageait ça non pas comme un coût, mais plutôt comme voilà, comme un investissement. Puis, comme tu le dis, en plus, un investissement en communication interne. Ah, Parce complètement. que du coup, si jamais ton collaborateur ou ta collaboratrice qui fait du bon boulot au quotidien, que tu vois que, bah écoute, tu la considères jusqu'au bout, tu la considères même dans ta rupture parce que tu lui proposes une rupture, un départ qui soit, rupture conventionnelle ou autre, mais un départ qui soit, enfin, je veux dire, conciliant
avec cette personne-là, ben, les autres personnes en interne verront que de la même manière, si elles font du bon travail, si elles se donnent pour l'entreprise, si elles sont engagées et tout, elles pourront être considérées de la même manière demain si elles ont un autre projet. Je trouve que c'est aussi stimulant et c'est aussi un gage de développement de l'engagement interne. Donc c'est vraiment gagnant à tous les niveaux, quoi. Et complètement. Et on a d'ailleurs intérêt en entreprise à travailler, même à aider ceux qui sont porteurs de projets, Hmm. ceux qui ont envie de créer leur entreprise. Et on a intérêt à les aider, à leur donner du temps, à leur donner des ressources. Parce que certes, ils vont partir, mais ils se souviendront. On a la mémoire, hein, on a la mémoire de ceux qui nous ont fait du mal et on a la mémoire de ceux qui nous ont aidés. Donc, quelqu'un qui monte sa boîte et qui a eu du temps, le temps c'est précieux, du temps donné par son entreprise, qui a été aidé par son entreprise, il s'en souviendra tout le temps, hein. Hmm. Son entreprise deviendra, son ex-entreprise deviendra son premier partenaire, son premier client, et il le fera en tout cas savoir. Donc, je pense que on serait gagnant des deux côtés. Hmm. Est-ce que tu as un chiffre à tout hasard sur les salariés boomerang ou pas? Parce que moi, j'ai un chiffre sur les candidats. Tu vois, c'est mon inculture sur le offboarding, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant aujourd'hui. Mais sur les candidats, parce que je sais qu'il y a 37% des candidats qui ont eu une bonne expérience candidat, qui n'ont pas été pris, qui repostulent dans la même entreprise. Donc, au même titre, est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Écoute, je n'ai aucun chiffre et je vais te décevoir, je n'ai jamais aucun chiffre de rien. Je ne parle qu'avec mon ressenti et Ok. ma propre expérience, donc non, je n'ai aucun chiffre. Mais tu sais, moi, j'ai fait partie des salariés boomerang. Quand je suis partie d'Alcatel pour suivre mon conjoint en expatriation, et quand je suis partie, ils m'ont dit, si vous voulez revenir, d'abord on vous suivra tout le temps, et si vous voulez revenir, vous toquez à la porte, on vous ouvrira. Quand je suis revenue, j'ai toqué à la porte, ils m'ont ouvert, ils m'ont proposé un poste. Et quand je suis de nouveau repartie à l'étranger et que je suis revenue, ils étaient prêts à m'ouvrir et là, voilà, j'ai changé de voie. Mais quand on part comme ça donne envie de revenir et ça donne envie de dire du bien. Hmm. Et toute ma vie, je dirais du bien de ma première entreprise. Hmm. Et quand tu reviens, en plus, comme tu le disais, tu es encore plus engagé parce que tu sais pourquoi tu reviens, tu Tu connais connais les les défauts. murs, tu connais les défauts, tu connais les qualités, tu sais ce que tu avais perdu et ce que tu as retrouvé. Donc forcément, c'est engageant. On va parler concret. Oui. Comment aujourd'hui on peut mettre en place un bon système d'offboarding, pardon. Pour toi, quels sont les leviers actionnables? Qui est-ce qui doit gérer? Qui est-ce qui doit être mis en place? Quels sont les moyens humains? De ton expérience, de tout ce que tu as vu des entreprises que tu as accompagnées, c'est quoi pour toi les étapes phares, vraiment les best practices et surtout les don'ts à faire, quoi, à ne pas faire? Donc déjà, le bon traitement des personnes, qu'elles partent bien. L'identification des personnes. Et alors évidemment, les entreprises ne vont pas toutes être égales en termes de moyens pour réaliser ça. Tu vois, il y a des très grosses boîtes qui ont carrément, ça existe, hein, des programmes, on appelle ça d'alumni. Finalement, c'est comme les alumni des écoles. Et je pense que pour bien gérer les anciens, il faut considérer le faire de la même manière que des anciens d'une école. Parce que ça, on sait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborateurs sont passés par des écoles et sont très fiers d'être alumni de telle ou telle école. Il y a un vrai réseau qui s'est créé, un vrai réseau solidaire, à la fois de business, de recrutement, de plein de choses. Donc, ça fonctionne pour moi selon les mêmes principes. Et évidemment, ça va dépendre je dirais, de la taille des entreprises, des ressources qu'elles peuvent allouer, à la fois humaines, à la fois financières. En tout cas, moi, ce que je conseillerais de base, c'est euh, déjà de garder le contact et d'avoir identifié, de commencer. Alors, c'est jamais trop tard, hein. En marque employeur, c'est jamais trop tard. Même s'il y a déjà 1000 personnes qui sont parties de notre boîte, les prochaines qui partiront, on peut commencer là, hein. On peut toujours démarrer à un début. Et c'est déjà de les identifier. Et ensuite, de se dire, on va essayer de les fidéliser. Et là, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être des trucs tout bêtes. On peut créer un groupe WhatsApp. On peut créer une newsletter. On peut créer des rencontres. Même une rencontre par an des anciens de telle boîte, ça a de la valeur dans un lieu un petit peu sympa. Donc voilà, comment ça peut être par mail, ça peut être voilà, ça peut même dans des toutes petites boîtes, quelqu'un qui prend son téléphone et qui prend des nouvelles, voilà, et qui se renseigne. Mais je dirais que ce que moi j'ai observé, c'est essayer de garder du lien, parce que quand il y a une séparation, comme dans la vie amoureuse, bah, chacun démarre sa nouvelle vie et ce lien est important. Voilà. Je trouve ça super intéressant. Encore une fois, j'avais jamais fait le parallèle. Est-ce que tu vois pourquoi c'est extraordinaire de t'avoir? J'ai plein de trucs qui pop. Moi, je suis très sport.
Tu vois, je suis très sport, je manage mon entreprise comme j'aurais managé un club de sport, ainsi de suite. Et c'est des choses qu'on retrouve dans le sport. Tu sais, ce côté récupérer les anciens par rapport à un vécu, par rapport à un passé, par rapport... Et c'est ce qui fait vivre aussi la jeunesse, c'est ce qui fait vivre aussi un petit peu cette transmission, et c'est ça. Je trouve ça absolument génial comme idée. Vraiment, c'est vraiment hyper cool. Alors, bien évidemment, je pense qu'il ne faut pas faire non plus d'angélisme, et il faut se dire que ça peut se faire dans des boîtes dans lesquelles tu as un environnement qui est sain, que tout s'est bien passé, que tu avais un certain engagement collaborateur. Tu ne peux pas le faire partout, n'importe comment, mais c'est une super bonne idée, quoi. Et faire le lien en plus, c'est intéressant parce que parfois un collaborateur qui s'en va, eh bien, dans le réseau des anciens collaborateurs, 6 mois après, il va y en avoir d'autres. Donc on va le mettre en contact avec des gens qu'il a pas nécessairement connus dans l'entreprise ou ce sont des anciens de l'entreprise qui vont être en contact. Il y a des relations de business qui se créent, il y a d'autres types de relations qui se créent et en effet, on parlait de l'intergénérationnel, des seniors qui apprennent aux juniors et cetera. Moi, je suis comme toi, hein. D'ailleurs, les gens le voient pas, hein, là, mais j'ai les mêmes baskets avec écrit Christelle dessus. Donc moi, je travaille beaucoup aussi sur, tout ce qui est lié au sport, hein, au dépassement par le sport, le travail d'équipe et tout et donc gérer, ces alumni, soit comme une équipe de sport, soit comme un club, soit, comme, des anciens élèves d'une école. Après, hem, entre les mains de qui on peut mettre ça? Et c'est là où c'est intéressant. C'est pardon. C'est que tu peux, décider de te dire: «Bon», en fonction de la taille de ta boîte, après tout, un stagiaire, un alternant, un alternant qui est là 2 ans, il pourrait développer une super mission. Mm. Tu peux mettre un jeune là-dessus, c'est pas grave, même s'il n'a pas, lui, le vécu de l'entreprise, il va avoir le vécu au travers des ex et donc à lui d'animer la communauté. Il y en a même qui peuvent on peut même penser à créer un podcast. Tu vois, tu fais venir des anciens, tu les interviews, tu fais des vidéos, et cetera. Et donc, on met entre les mains, alors d'un ou de plusieurs stagiaires, ça peut être ça. Ça peut être aussi intéressant, dans, tu sais, il y a aussi une difficulté, au niveau des entreprises, c'est de faire évoluer les gens. C'est-à-dire qu'on a des bons collaborateurs qui, au bout d'un moment, s'ennuient dans leur poste. On ne peut pas faire tout le monde monter de manière pyramidale. Un bon collaborateur n'est pas nécessairement un bon manager non plus. Et là, tu peux proposer des projets transverses. Donc, proposer à un collaborateur un projet transversal de gestion d'une communauté d'alumni, bah, ça peut être très intéressant Mm. aussi, tu vois. Et puis en mode projet. Ça peut être aussi plusieurs personnes qui s'en occupent. Un alternant, un collaborateur, voilà, des gens des RH, mais pas nécessairement, tu vois. Mm. Je pense que c'est ceux qui, c'est un petit peu comme en marque employeur quand on dit qu'il veut être ambassadeur de l'entreprise, c'est un peu celui qui lève la main et qui a une appétence pour ça. Moi, je sais que personnellement, dans une boîte, si on m'avait proposé un projet transversal comme ça m'aurait hyper intéressé. Mm. Ça, c'est pour travailler la partie, on va dire, post-offboarding. Et je Et trouve gestion et des ex. gestion des ex, ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est ce que tu dis, ça peut se faire vraiment à plusieurs, clairement. Parce que plus tu vas avoir de monde qui vont être, entre guillemets, pas en capacité, mais à qui tu vas demander d'animer, bah, plus cette animation aura de la dynamique et plus ça sera intéressant. Donc, je trouve cette gestion des ex hyper intéressante. Et pour gérer l'offboarding en tant que tel, pour toi, c'est quoi les étapes phares auxquelles faire attention? Du départ, tu veux Ouais, dire? du départ en Alors, tant que tel. moi, je dirais qu'il faut faire attention, déjà alors ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Alors, quand les gens veulent partir, surtout quand c'est dans un même service ou dans un même département, faut pas se dire juste: «Les gens veulent partir». Faut un peu aussi analyser. Je trouve qu'il faut aller voir du côté des managers ce qui se passe. Parce que, ce qui se passe parfois, c'est que les gens s'en vont parce qu'il y a des managers toxiques. Et on voit des managers toxiques rester dans les entreprises parce qu'ils sont là. Alors on nous répond, hein, ah mais oui, mais ils sont là depuis tout le temps. Ah bah oui, ils ont des super bons résultats. Non, ils n'ont pas de super bons résultats si les gens s'en vont. Donc analyser aussi pourquoi. Donc soit c'est ponctuel et voilà, mais si ça se produit, et je trouve que il y a quand même par exemple dans des grands groupes, il y a des départements, des services où il y a beaucoup de départs, plus que dans d'autres. Et c'est un signe, hein, les départs quand même. Donc je pense qu'en premier lieu, ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse. Et qui part? Est-ce que c'est, des très anciens? Est-ce que c'est, des très récents? Parce que pour trouver les raisons, si ça se trouve, c'est des gens qui viennent d'arriver, qui ont peut-être pas assez bien été accueillis ou on leur a pas donné assez de temps pour leur période d'incompétence, enfin, tu vois? Donc l'analyse est précieuse
Après, je pense qu'il faut aussi réussir à se dire, quels sont les gens dont je veux me débarrasser parce qu'ils sont pas bons pour l'entreprise et donc clairement, on va pas garder contact avec un ex toxique, hein. Mmh. Ça, c'est pas bon non. Donc ça, il faut faire bien, les choses bien et laisser partir les personnes qui sont pas bien pour l'entreprise et après, moi, je pense qu'il faut regarder les situations individuellement, et vraiment avoir des entretiens, donner la parole, écouter les gens, voir quels sont leurs sujets parce que, tu vois, quelqu'un qui va créer une boîte, ça peut être intéressant pour lui si financièrement, dans le temps de la création de l'entreprise, il peut bénéficier d'une indemnité France Travail, par exemple, tu vois? Je pense que chaque personne qui s'en va a peut-être un projet spécifique et qu'il faut l'entendre et l'écouter. Et pour toi, du coup, qui est-ce qui doit s'occuper de ça? Parce que là, tu parles de prendre du feedback, qui pour moi est vraiment primordial, hein. C'est primordial partout. De toute façon, le feedback, c'est ce qui te permet de prendre du recul et de pouvoir vraiment prendre de la hauteur sur les points positifs ou les points négatifs. Mais qui est-ce qui va s'occuper de ça? C'est le RH? C'est le RH avec le manager? C'est le ou la chef d'entreprise qui doit prendre conscience du sujet et être au-dessus et driver? Parce qu'on a tendance à dire que tout ce qui touche à de l'onboarding à l'offboarding, ça doit être entre les mains des RH. Est-ce que pour toi, c'est toujours le cas Non. ou est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes? Moi, pourtant, je vais défendre les RH, hein, mais je pense que, il faut que ça vienne et c'est pour ça qu'on doit aussi, quand on parle de managers toxiques, parfois ce sont des managers qui sont pas bien formés, hein, non plus, hein. Mais je pense que les managers, les N+1, les managers de proximité, ce sont eux qui ont le plus d'informations quand même, donc ce sont eux qui doivent, écouter, ne pas se vexer parce que la personne les quitte. C'est ça, on a ce problème-là, hein, Bien les sûr. managers ne veulent pas être quittés, hein. Pour ton ego, c'est pas bon, hein, quand Mmh. quelqu'un veut partir. Donc essayer voilà de former les managers pour qu'ils soient capables d'entendre, d'écouter, d'analyser et après je pense qu'il y a une collaboration. Les RH, c'est compliqué pour eux parce que les RH ont besoin enfin, les personnes qui sont dans les ressources humaines ont vraiment besoin enfin, elles ont beaucoup de gens à gérer, beaucoup de problématiques à gérer, donc elles n'ont pas la notion de proximité. Donc là, il y a un travail collaboratif entre managers de proximité et RH. Essayer de trouver une solution tripartite Mmh. qui va voilà, dans le qui va aider tout le monde. Mmh. Alors je sais bien que financièrement, je sais que mes solutions financièrement peuvent faire peur aux entreprises, Mais on a dit que c'était de l'investissement. mais moi je les vois comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, on voit, encore une fois, on a tendance à dire, à limiter, et c'est pour ça que le sujet, et le débat et la discussion est vraiment cool, c'est que on a tendance à dire que l'offboarding, c'est juste une question de papier. Mmh. C'est-à-dire, c'est comment tu gères, est-ce que tu fais une rupture call, est-ce que tu fais pas de rupture call, le pourquoi du comment. Mais au final, c'est beaucoup plus large que ça, non seulement parce que ça a des incidences internes, parce que ça a aussi des répercussions potentielles sur ta manière de gérer ta boîte. C'est-à-dire, ce que tu dis est à juste titre, si tu prends du feedback réel du pourquoi on offboard telle personne, est-ce que c'est elle qui veut être offboardée? Est-ce que c'est toi qui veux être offboardé? Ça dit plus ou moins de choses sur ta manière de gérer la boîte, sur ta manière de gérer les RH, sur ta manière de manager, comme tu le dis. Donc ça dit plein de choses. Donc ce système d'offboarding, en fait, il ne faut pas simplement le prendre comme une formalité administrative parce que ça peut avoir beaucoup d'incidence dans l'évolution de ton entreprise. Et deuxièmement, comme tu l'as dit à très juste titre, c'est un investissement parce qu'une personne que tu offboardes correctement, ça peut être un salarié boomerang, donc ça peut in fine augmenter ton engagement au sein de ton entreprise. Ça peut être un ambassadeur, donc ça peut faire en sorte de améliorer tes coûts d'acquisition parce que tu vas favoriser la transformation de tes potentiels candidats. Ça peut être un ambassadeur business parce que, enfin, du coup, ça a un vrai investissement. Donc, on est vraiment très au-delà de la simple formalité administrative qui est lourde. Et peut-être qu'elle est lourde, comme tu l'as dit depuis le début, parce qu'elle est perçue comme une sorte pas de trahison, mais vraiment de rupture difficile pour l'entrepreneur, enfin pour le chef d'entreprise, parce qu'il ne veut pas que les personnes se séparent de lui. Mais c'est vraiment un sujet complexe et global qui a une vraie incidence sur la gestion globale de la boîte. Mais tu vois, dans la formation, il faudrait un peu une formation aussi humaine, Mm, de dire, aux managers, félicitez-vous si les gens de vos mm, équipes veulent partir, veulent construire, veulent voler mm. de leurs propres ailes. C'est que vous avez été des bons C'est managers. ça, c'est que vous les avez bien formés, ouais, Vous tout à fait. les avez aidés à grandir, Mm, donc bon, bah, ils vont partir de leurs propres ailes, ils vont peut-être revenir et ils vont peut-être travailler avec vous et ce seront peut-être des super managers. Ça ne vous remet pas en question. mm. Déjà, les former à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est lié à l'offboarding, ça permet, comme tu l'as dit, je trouve ça vraiment intéressant. C'est aussi un moyen de faire un état des lieux de l'entreprise et d'évaluer les dysfonctionnements.
Mmh. on ne se rend pas toujours compte, tu sais, quand on est en vase clos, de nos propres dysfonctionnements. Mais typiquement, quand il y a beaucoup de gens qui s'en vont, on a un dysfonctionnement quelque part. Mmh. Donc soit on se dit, bah, c'est le format de ma boîte, c'est comme ça, je recrute beaucoup, les gens s'en vont beaucoup, ok. Mais moi, je trouve ça triste. Je pense qu'il y a peut-être d'autres manières de faire. Mmh. Donc voilà, accepter d'évaluer les dysfonctionnements et essayer de trouver les solutions. D'ailleurs, dans les notions de marque employeur, il y a ça, c'est que quand on attire les candidats, il faut pas leur mentir et tout, mais on peut leur dire la vraie vérité. Je suis d'accord. On n'est pas bon là-dessus. Mais dans nos objectifs, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, on va essayer de s'améliorer sur tel et tel sujet. Et on compte sur vous pour nous aider. Reconnaître nos failles, en fait. Et, et c'est super engageant, le fait de reconnaître Ah ses oui, failles. Parce que ce que tu dis, nous, on pousse les entreprises à le faire. J'ai encore l'exemple d'un client avec lequel on bosse qui est à 4,5% comment dire, d'emploi de personnes en situation de handicap, qui ne veut pas communiquer dessus, alors qu'il y a une vraie politique qui est mise en place. On se tue à leur dire, communiquez dessus. C'est pas parce que vous n'êtes pas à 6% qu'il ne faut pas communiquer. Il faut simplement dire, vous n'y êtes pas, dans les faits, mais après, dans la réalité, ils font appel à des ESAT, à des choses comme ça, donc les 6% sont là. Mais vous avez une politique qui est en place. Et en plus, comment dire, l'ancien président de la GFIP a dit que de toute façon, déjà avoir une stabilité à 4% en France aujourd'hui, c'était déjà une bonne chose, parce que les 6% étaient très compliqués à avoir. Et ces personnes-là, en fait, ne veulent pas communiquer, ce qui est dommage, parce que si tu communiques et que tu présentes ta politique, tu attires des gens en leur disant, viens vers moi, rejoins-moi, tu vas m'aider à contribuer, à faire évoluer la boîte pour aller dans cette direction et pour réussir l'aventure de manière commune. Je trouve ça ultra engageant. Je comprends pas pourquoi les entreprises le font pas, clairement. mais moi non plus. Mais tu vois, puisque tu es fan de sport et moi aussi, quand des grands sportifs veulent relever un défi, tu remarqueras que bien souvent, ils n'attendent pas le jour des JO, etc., pour commencer à communiquer. Bien sûr. On les voit galérer. Il y en a plein qui disent, je me suis remis au sport, je refais ceci, ou j'ai eu une blessure. Et jour après jour, ils vont partager leurs difficultés et ensemble, et aider d'équipe, etc., ils vont réussir à réaliser leurs défis. Dans les entreprises, ça devrait être ça. On part à ce niveau-là, mais tous ensemble, on va y arriver. Et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On aura essayé. Et l'année d'après, on réessayera, on remettra d'autres choses pour nous aider. Moi, je crois que nos failles sont nos plus grandes forces dans la mesure où elles sont évaluées. Hmm. On va passer au l'avant-dernier point. Comment on communique en tant qu'entreprise pour pouvoir justement expliquer à tout le monde notre manière d'aborder, parce que c'est pas commun. On a surtout tendance à dire bah tiens, venez chez moi, c'est super, c'est génial, juste ce qu'on disait au tout départ, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais on a tendance à attirer. Mais c'est difficile de communiquer sur le fait de dire voilà comment moi je me sépare des personnes, voilà comment ça se passe chez moi. C'est pas forcément fait. Enfin, c'est pas forcément que c'est pas facile, mais c'est pas naturel, je dirais. C'est pas naturel, sauf que si tu réfléchis encore une fois à une situation humaine, quand tu vois des personnes, par exemple des acteurs de cinéma qui se sont séparés de leur ex, Mm. puis qui partent en vacances avec leurs enfants, leur ex, la femme de leur ex, leur propre mari et tout, ils communiquent là-dessus en disant j'ai gardé des super bons contacts. Et on en voit hein, des couples qui sont devenus des amis. Donc c'est possible dans la vraie vie humaine et dans l'entreprise, ça doit pouvoir se reproduire. Mais ce que tu disais tout à l'heure est vrai, c'est que euh, les personnes, et ça c'est l'humain qui est comme ça, souvent attendent d'être parfait pour communiquer. Or, il ne faut pas attendre d'être au maximum pour communiquer, il faut communiquer relativement, enfin, dès le début. Moi, je crois que quand on commence à mettre en place un réseau d'alumni, à avoir des stagiaires qui vont s'occuper de ça, à avoir des salariés qui sont sur ces missions transversales et tout, il faut réussir à le faire savoir. Le faire savoir, bah, tu as plein de façons. Alors, évidemment, moi, je dirais, par exemple, sur LinkedIn, je trouve que ça pourrait être hyper intéressant. Bon, je connais une entreprise qui le fait, mais de donner la parole et d'interviewer des ex-collaborateurs. D'interviewer les ex-collaborateurs boomerang en leur disant, mais pourquoi vous êtes revenu chez nous? Et au bout de combien de temps? Et pour quelles raisons? Tu fais des petits reels, des shorts d'une minute, 1 minute 30 sur les réseaux sociaux, tu cartonnes. Le collaborateur, tu l'as mis en avant, la boîte, tu l'as mise en avant, et on se dit, bah tiens, une entreprise dans laquelle on a envie de revenir, et là, pouf, c'est top, tu vois. Mm. De la même manière, tu organises un séminaire avec tous les alumni de ta boîte, ben, il faut des captations. Alors, moi, je crois beaucoup en la captation à la fois photo, vidéo, aux interviews, tu vois. Même sur un événement comme ça, organiser une forme de podcast
et faire venir les gens pour qu'ils parlent de leur expérience, à la fois de ex-collaborateur qui a monté sa boîte et qui a créé un partenariat avec son ex-entreprise ou une personne qui est revenue, enfin, tu vois? Et moi, je pense qu'on pourrait en fait, c'est un petit peu comme, quand on veut valoriser les collaborateurs et en faire des ambassadeurs. En fait, il faut faire des ex-collaborateurs des ambassadeurs et ça va passer par les vidéos, les interviews, les photos, la mise en avant. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un truc. Parce que, en fait, pour moi, c'est la marque employeur. Tu es en train de parler d'un système de marque employeur 4.0 ou 5.0, tu vois. Je sais pas quel point zéro on est. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, le début de la marque employeur, c'était vraiment le côté l'entreprise communique sur elle. Tu vois, c'était l'entreprise communique sur ce qu'elle fait, sur qui elle est, sur ses valeurs, son ADN, avec plus ou moins d'honnêteté, plus ou moins de bullshit, mais l'entreprise communique. On est à une époque aujourd'hui, et tu le sais, tu le vis et tu le vois, l'ambassadora s'est développé depuis quelques années, ça fait 2 3 ans que ça s'est vraiment bien développé et c'est de plus en plus le cas. Et ça sera de plus en plus le cas dans le futur parce que la nouvelle génération, hein, cette fameuse Truth Generation qui attend d'avoir de l'autorité, de l'authenticité en fait, veut voir des ambassadeurs parler parce que pour eux c'est une parole qui est beaucoup plus crédible que la parole corporate de l'entreprise et que ça donne vraiment ce goût d'authenticité, tu vois. Donc on est vraiment à cette époque-là aujourd'hui où on pousse les entreprises à faire parler leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, soit à travers des formats, comme tu dis, vidéo qui sont faits par l'entreprise, soit d'eux-mêmes d'un point de vue, comment dire, employé de vocatie et compagnie. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est encore la phase suprême, la phase supérieure. C'est-à-dire que on peut encore estimer d'une manière inconsciente qu'un collaborateur qui est dans une entreprise, s'il parle de la boîte, bah, il va pas parler en mal de la boîte. Donc, quelque part, on est sur la phase, on va dire, intermédiaire, qui est de dire, OK, bon, bah, c'est cool, c'est authentique, mais est-ce que ça l'est vraiment? Si tu vas chercher des alumni, des personnes qui ne sont plus dans l'entreprise, donc qui n'ont plus aucun intérêt à dire du bien de l'entreprise pour telle ou telle raison, et que tu leur poses des questions réelles et qu'eux te donnent leur avis, tu arrives sur le stade, pour moi, suprême, en fait, de l'authenticité, comment dire, de l'honnêteté et de la transparence. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut créer la marque employeur 4.0 avec justement ces alumni, quoi. Mais complètement, je pense que c'est le levier pour moi suprême de la marque employeur. Tu vois, dans mon livre, c'est architecturé autour de 7 leviers, comment j'attire, comment je recrute, comment j'intègre, comment je fais évoluer, et cetera. Il y avait vraiment le levier 7 qui est, comment je fais parler, ces ex-collaborateurs ambassadeurs avec ce fil rouge qui reste quand même le fil rouge, des réseaux sociaux. Hmm. Et encore une fois, il faut trouver aussi les bonnes personnes. C'est comme dans une entreprise, quand tu vas chercher un ambassadeur, bah, tu as peut-être 100 personnes, il y en a peut-être que 10 qui pourront être de bons ambassadeurs et qui auront envie de le faire. Ou peut-être que 2. Et pas nécessairement ceux que tu crois. Pas nécessairement des gens dans la com, dans les RH ou des commerciaux. Ça peut être quelqu'un à l'accueil, mais qui a un super compte. Ça peut être un petit jeune qui vient de débarquer. Donc là aussi, dans la manière de communiquer, il faudra identifier ceux qui sont susceptibles d'être de bons ambassadeurs et ça va même très loin. Il y a le côté, on les interviewe et tout et puis, ils ont tout intérêt enfin, ça sera top ce qu'ils vont dire parce qu'il y a rien qui se joue, mais on pourrait envisager quelque chose peut-être d'encore plus fort, c'est d'envisager des récompenses. Hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire du bien de son ex-entreprise, qui va prendre du temps, qui va faire des posts, qui va venir en commentaire, etc., pourrait être récompensé. Hmm. Alors après, à voir hein, de quelle manière. Hmm. Tout un programme, ça me donne une gavée d'idées. Franchement, c'est trop génial. On arrive vers la fin. J'ai une dernière question à te poser, mais voilà, on a parlé de tout. On a parlé du constat au départ de pourquoi les entreprises aujourd'hui sont vraiment focus sur l'acquisition. Cette philosophie dont tu parles, qui est de bien se séparer de ses ex, qui est ultra importante. Ce système d'offboarding qui rentre dans cette relation amoureuse, comment dire, entre le collaborateur, le candidat, la candidate collaboratrice et l'entreprise. Ces leviers en fait qu'on peut travailler pour pouvoir bien bosser l'offboarding, donc c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue factuel, quelles sont les parties prenantes qu'on doit mettre à l'intérieur, ou comment on gère la gestion des ex, donc vraiment cette gestion après. Là, on vient de parler de cette marque employeur 4.0 qui m'a donné plein d'idées, je suis complètement fan. Si jamais je devais te poser une dernière question, je vais te poser une dernière question. C'est toi qui as quand même un passé, un vécu sur tous ces sujets RH de marque employeur. Tu disais tout à l'heure que tu travailles la marque employeur depuis 90. Ça fait bientôt 40 ans que tu la vois évoluer. Tu l'as vu évoluer avec ses ambitions, ses utopies, ses déceptions aussi, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait.
d'un point de vue pragmatique, si on peut garder un peu de pragmatisme, comment tu peux imaginer dans les années à venir l'évolution de cette gestion et de cette prise en considération de l'offboarding par les entreprises? Moi, je me demande si ça va pas finalement devenir de plus en plus évident. Tu vois, quand on en a parlé tous les 2, ça te semble évident, ça me semble évident. Ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être se dire: «Ah bah oui, tiens, c'est évident» et un peu comme, les divorces. Si tu réfléchis, moi j'ai connu, les divorces, allez, on va dire, il y a une quarantaine d'années déjà, on était mal vus quand on divorçait et puis tu sais, on gardait pas nécessairement de bonnes relations avec celui qui partait et ça on était devant un avocat. Il y avait par exemple très peu de gardes partagés. Il y avait celui qui gardait les enfants, celui qui les avait le week-end, et cetera. Et quand tu vois la manière dont ça a évolué d'un point de vue humain, je trouve que les gens se séparent beaucoup mieux. C'est beaucoup plus, rentré dans les mœurs. Les familles recomposées, il y en a plein et les gens passent beaucoup moins devant les avocats. Il y a beaucoup moins de papiers finalement, de paperasse, de choses comme ça. Il y a beaucoup plus de partage. Regarde, les alternances, les enfants qui vont une semaine chez le papa, qui vont une semaine chez la maman et tout, on ne le voyait pas ça il y a 40 ans. Donc moi, je pense que les flux vont se créer naturellement de la même manière que ça s'est fait pour les divorces. Enfin, c'est mon côté positif, hein, mais j'espère. Et puis, à l'ère des réseaux sociaux, quand les entreprises vont se rendre compte de plus en plus que un ex-collaborateur vient dire du mal sur un poste, des choses comme ça, bien se séparer, ça va vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Ouais, et puis franchement, je reste sur ce dernier point qui est vraiment le côté, cette nouvelle génération. Alors, comme d'habitude, hein, on sait très bien que les jeunes sont moteurs dans les évolutions, hein, même si les vieux disent toujours c'était mieux avant, c'est comme ça, hein. De toute façon, ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Que les plus anciens disent c'était mieux avant et que les jeunes disent les anciens, vous êtes des vieux cons, ça sert à rien, nous on va faire les choses différemment. Depuis que le monde est monde, ça existe et c'est ce qui fait aussi la dynamique, c'est intéressant. Cette génération qui est biberonnée aux réseaux sociaux, qui est biberonnée au digital, c'est aussi une génération qui a été biberonnée au fake et donc qui sait aujourd'hui ce qu'est le faux, contrairement à cette génération intermédiaire qui se fait berner par tout ce qui est faux. Cette nouvelle génération, c'est arrivé plus tôt que prévu, a conscience que tout ce qu'elle peut voir est faux et va plutôt rechercher l'authenticité. Et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire elle cherche du sens. Alors, bien évidemment, elle cherche du salaire, un niveau de vie et tout, mais elle cherche du sens, elle cherche des entreprises qui correspondent à qui elle est, à qui elles sont. Et donc, du coup, elle va vraiment rechercher cette authenticité. Et je reviens vraiment sur le fait que je reste positif avec toi et sur cet aspect-là, parce que je pense que c'est vraiment un vrai vecteur pour pouvoir transformer comment dire, le crush et transformer en fait ce début de relation entre des candidats et des entreprises grâce justement à ces off-boardés, à ces ex. Mais je le pense parce que d'ailleurs, les nouvelles générations, tu verras, n'ont pas les mêmes visions que moi j'avais. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans mon entreprise, à 23 ans, c'était pour y mourir. Mm. J'allais faire ma carrière dans mon Mm. entreprise. Voilà, les jeunes générations envisagent beaucoup plus les départs. Mm. Pour eux, partir d'une entreprise, c'est pas du tout une catastrophe. Donc, dans leur gène, partir d'une entreprise et partir bien, ça pourrait être la norme. Mm. Trop cool, on va rester là-dessus. Eh ben Merci beaucoup super. Christelle, j'espère que ça t'a plu. Eh Moi, ben beaucoup. moi j'ai trouvé ça absolument génial, un sujet qui n'était pas traité, j'ai appris plein de choses, j'ai eu plein d'idées, franchement, c'était un podcast parfait. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu et puis, bah, c'est toujours un plaisir de discuter de ce sujet-là et je pense que vraiment, les entreprises iront loin si elles, prennent soin de leur marque employeur qui finalement, si tu réfléchis, est une histoire de cœur. J'adore. On reste là-dessus. Merci beaucoup Christelle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau sujet sur les RH et sur la marque employeur ou autre. Belle journée. Félicitations. Vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider ? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite.